Première chose que vous avez là, c'est l'agenda des cours. Vous allez trouver ça, je vais mettre le cours en ligne là dans 1 heure, juste après. Donc vous aurez l'agenda du cours. On est aujourd'hui le 15, c'est ça? Donc ça c'est pour janvier, ça c'est pour février, et ça c'est pour mars. Alors, une chose qu'on va faire, c'est que là, avant d'arriver bien à vous faire comprendre les défenses immunes dans les maladies infectieuses, que je dois traiter dans l'enseignement coordonné des maladies infectieuses, j'ai besoin non pas de 3 heures, mais j'ai besoin de 4 heures. Ce qui fait que je risque de faire 4 heures d'immunologie, dont une qui va se trouver par là. Et puis ensuite, ce qui est enseignement coordonné maladies infectieuses, je ferai bien 2 heures là et j'en ferai une là. D'accord? Enfin, comme vous êtes tous en 4e année et que vous suivez les deux, simplement savoir ça. Ça sera plus pratique. Alors, je vais dire au monsieur là que si je vais être très désagréable, celui qui est là, j'ai pas du tout envie qu'on parle pendant mon cours, j'ai besoin d'être concentré, donc je vais le dire 2 fois, et puis ensuite, je pars. Pas plus compliqué que ça. Surtout là, ça devient un petit peu, c'était pas simple, l'immunologie. Je vous ai fait simplement la présentation des acteurs de l'immunologie. Maintenant, on va les faire jouer entre eux. Alors, si vous aviez eu du mal à comprendre ce qui se passait jusqu'à présent, vous inquiétez pas trop, les choses vont se mettre en place maintenant, mais faire jouer ensemble les différents acteurs, c'est pas si facile que ça. Alors, là où on en était, on avait commencé la dernière fois différenciation et activation des lymphocytes B. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je vais mettre l'écran pour arriver à le voir. Voilà. Et la fin du cours, je m'étais arrêté aux caractéristiques générales des réponses immunomorales dépendantes ou indépendantes des lymphocytes T. Ça, on l'avait vu. Et on avait commencé à voir l'activation par l'antigène et la présentation de l'antigène. On avait vu une chose, et la dernière fois on s'était quitté là-dessus, je vous avais souhaité bonnes vacances. On avait vu que l'antigène avait un double rôle, ce qui était important. Il a d'abord un rôle de reconnaître l'antigène et de commencer à initier l'activation du lymphocyte B, commencer l'activation du lymphocyte B, ça c'est l'initiation de l'activation, on l'avait vu, mais il avait également un double rôle, c'est qu'en même temps, le même antigène, il va être internalisé grâce au récepteur de surface, pour qu'une partie de cet antigène, en fait, soit présentée par les molécules de classe 2, ce qui va servir à quelque chose d'important, l'apprêtage et la présentation de l'antigène, ça va servir en fait à activer les lymphocytes T. Ce qu'on va voir là pendant 1 heure, c'est l'espèce de balai et de va-et-vient qu'il y a entre le lymphocyte B, qui a besoin, lui, d'être activé pour maturer, mais ce lymphocyte B, il ne peut pas maturer s'il n'a pas l'aide du lymphocyte T auxiliaire, qui lui-même, pour fournir son aide au lymphocyte B, il a aussi besoin d'être activé. Donc c'est ce balai-là que l'on va voir. Donc on va le voir doucement. Et la première chose que l'on va regarder, c'est la reconnaissance de l'antigène et l'initiation de l'activation. Donc là, ce que l'on regarde, je vais pas à pas, c'est la reconnaissance de l'antigène et simplement commencer à initier l'activation du lymphocyte B par l'antigène. Et pour pouvoir faire donc cette initiation de l'activation, c'est ce qui se passe ici. Celui qui va commencer à être activé, c'est bien un lymphocyte B mature qui pour l'instant est au repos.
Un lymphocyte B mature au repos, un lymphocyte B naïf, c'est un lymphocyte B qui a à sa surface des immunoglobulines de surface qui sont des IgM et des IgD. Donc là, on en est là. On a sélectionné ces lymphocytes B, ils sont matures, mais il va falloir commencer à les activer encore une fois. C'est ça que l'on va voir, l'activation, l'initiation de l'activation. Alors, là, il y a un problème, c'est que ces immunoglobulines de surface, en fait, vous vous souvenez bien qu'elles ont des queues intracytoplasmiques qui sont très courtes. Ayant ces queues intracytoplasmiques très courtes, vous les voyez ici, ce sont des immunoglobulines de membrane. Ce n'est pas avec ces 3 acides aminés ici, ou ces 21 acides aminés, même ici très peu, 3 acides aminés de la queue intracytoplasmique que vous allez pouvoir faire la transduction du signal. Donc, pour faire la transduction du signal, ça se passe ici sur votre droite, vous aurez besoin en fait d'autres molécules. Vous aurez besoin de ce dimère Ig-alpha, Ig-bêta, que vous voyez ici, Ig-alpha, Ig-bêta, qui va vous servir à faire la transduction du signal. Et Ig-alpha, Ig-bêta, que vous voyez ici, c'est en fait l'équivalent de ce que vous aviez vu pour le lymphocyte T avec les chaînes CD3, les chaînes zeta. Vous vous souvenez de ça? Ici, donc, c'est Ig-alpha, Ig-bêta pour faire la transduction du signal. Et en fait, le complexe entre l'immunoglobuline membranaire qui va reconnaître l'antigène, les chaînes Ig-alpha, Ig-bêta qui vont vous faire la transduction du signal, c'est ce qu'on appelle en fait le complexe récepteur de l'antigène des lymphocytes B. Le complexe récepteur de l'antigène des lymphocytes B. Pour faire cette transduction du signal, des signaux, vous avez besoin, comme d'habitude, de motifs particuliers qui sont ici, qui sont les motifs ITAM. ITAM, c'est, vous vous souvenez, immunorécepteur tyrosine base activation motif. Immunorécepteur tyrosine base activation motif. Ça, c'est nécessaire pour la transduction du signal, des signaux. Alors, comment ça se passe? Un petit peu compliqué. Ici, on commence avec ce que l'on avait vu, le complexe récepteur de l'antigène des lymphocytes B. Il est bien ici. Déjà, ce qu'il faut qu'il se passe à la surface, c'est qu'il faut qu'il y ait les immunoglobulines de surface qui se rapprochent les unes des autres pour qu'il y ait l'activation. Là, vous en avez 2. Comment ça se passe ce rapprochement? C'est parce que soit l'antigène est multi-épitopique, donc ça va, soit parce qu'en fait l'antigène va former des agrégats, ce qui fait qu'il va pouvoir y avoir ce qu'on appelle des clusters d'agglutination, c'est-à-dire toutes les immunoglobulines vont venir se rassembler à un moment donné entre elles pour transduire le signal. Donc, dans les minutes après, en fait, l'agrégation des récepteurs, dans les minutes, il commence à y avoir l'activation des signaux et il va y avoir en fait des tyrosines kinases que vous voyez ici, qui vont commencer à agir. Donc, action des tyrosines kinases. Ces tyrosines kinases, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont notamment permettre l'activation d'une molécule qui est ici, qui est importante, qui est en fait phosphatidyl inositol spécifique phospholipase. C'est une phospholipase ici. C'est en fait PLC gamma 1, phospholipase. Phospholipase PLC gamma 1, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous faire que vous allez avoir cette substance PIP2. PIP2, qu'est-ce que c'est?
phosphatidylinositol biphosphate, PIP2, et PIP2 va se transformer, va être dégradé en IP3, inositol triphosphate, IP3, et diacétylglycérol. Donc pour l'instant, qu'est-ce que l'on sait? C'est que ces motifs ITAM ont permis l'activation en fait de kinases. Ces kinases vont activer ici cette phospholipase qui va en fait transformer PIP2 en IP3 et DAG. Qu'est-ce qui se passe en fait? IP3, ça va mobiliser le calcium intracellulaire. Mobilisation du calcium intracellulaire. Okay. Le fait qu'il y ait une mobilisation du calcium intracellulaire, ça va permettre à une phosphokinase, à une protéine kinase extrêmement importante, qui est la PKC, protéine kinase C, de venir à la surface. Donc PKC vient à la surface grâce à la mobilisation du calcium intracellulaire. PKC vient ici. Venant à la surface, PKC va pouvoir bénéficier de l'action du DAG. D'accord? D'accord? Diacylglycérol, donc qui va agir sur PKC. PKC, c'est une protéine kinase extrêmement importante, qui, elle était venue à la surface, mais elle était inactivée. Elle va devenir activée. Ici. Devenant activée, et c'est ça qui est important, elle va contribuer à l'activation, en fait, d'un certain nombre de protéines ou de facteurs importants dans la cellule qui vont permettre l'activation cellulaire. Donc ici, une voie un petit peu complexe. Si je vous la donne, c'est parce qu'on en aura besoin à un moment donné, parce qu'il y a des médicaments qui agissent sur ces voies-là. Sans ça, on ne se donnerait pas le mal d'apprendre tout ça. Alors, en même temps, vous avez des ITAM qui agissent également sur une voie importante qui est la voie RAS. La voie RAS, ça active des MAC kinases et également, ça donne l'activation cellulaire. Bien. Là, vous avez à peine commencé à réveiller votre lymphocyte B. De toute façon, ce que vous savez maintenant, c'est que si vous n'avez pas deux signaux, de toute façon, le lymphocyte B, il ne va pas se réveiller. Donc, il faut qu'il y ait un second signal, et ce second signal, il va être fourni par une protéine du complément. Alors, pour l'instant, vous aviez le complexe récepteur que vous aviez vu ici, avec les chaînes IG-alpha, IG-bêta. Je vous dis qu'il y a eu une transduction du signal à l'intérieur, mais que ça ne suffit pas pour activer le B. Donc là, il faut que vous ayez un second signal, et ce second signal est fourni par les protéines du complément. Alors, ces protéines de complément, on les verra plus tard. Ces protéines de complément, c'est une série de protéines qui agissent en cascade et qui ont des actions extrêmement importantes, notamment pour servir à activer le lymphocyte B. Et ce qui active le lymphocyte B, c'est un produit de dégradation d'une protéine du complément qui est extrêmement importante, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle C3D. C3D, c'est un produit de dégradation de la protéine C3 du complément. D'accord? Vous verrez comment ça se forme. Donc, à partir d'une des protéines du complément, ça donne C3D. Et C3D, en fait, C3D va s'attacher très souvent à un antigène microbien. Et vous avez à la fois l'antigène microbien qui va être reconnu ici par son épitope B, par l'immunoglobine de surface, et vous allez coller à l'antigène microbien cette protéine du complément C3D, qui, elle, cette protéine C3D, est reconnue par un récepteur
qui est le récepteur CR2. Le voilà, le récepteur CR2. Ce CR2 qui reconnaît C3D avec deux autres chaînes, CD19 que vous voyez ici, qui a des domaines qui ressemblent à celui des immunoglobulines, et également la chaîne CD81. Tout ça, CR2, CD19, CD81, ça vous fait en fait un complexe corécepteur qui va être activé en fait par C3D. Donc là, vous allez avoir en fait une activation qui va commencer à être correcte de votre cellule B. Alors, c'est important parce que, et là je vois qu'il y a une question, lorsque C3D il est attaché d'ailleurs de façon covalente à l'antigène, le complexe C3D antigène est 1000 fois plus immunogénique, c'est-à-dire capable d'induire une réponse immune, 1000 fois plus immunogénique que l'antigène lui-même. Bien. Alors, là, vous avez eu vos deux signaux, dont vous avez toujours besoin, vous vous souvenez. Donc, les seconds signaux pour le lymphocyte B, c'est la protéine du complément. Une fois que vous avez eu ces deux signaux, quelles sont les conséquences fonctionnelles? Vous savez que pour l'été, vous aurez également besoin de deux signaux. Ça, vous l'avez déjà vu. On y reviendra plus tard. Quelles sont les conséquences fonctionnelles de l'activation des lymphocytes B par le complexe antigène-récepteur? Vous êtes donné le mal d'essayer de comprendre une voie de transduction qui était complexe. Je vous ai dit à la fin, ça va activer le B, mais quelles sont en fait les conséquences fonctionnelles? Alors, il était naïf, il est devenu un lymphocyte B activé, et ces voies de transduction, elles aboutissent à beaucoup de choses. D'abord, votre lymphocyte B, il entre dans le cycle cellulaire, mitose, il y a une augmentation de la taille des cellules, il y a une augmentation des organelles cytoplasmiques. Bien. Ensuite, il y a une augmentation de la survie parce qu'il y a une expression de protéines anti-apoptotiques. Seconde conséquence. Troisième conséquence, vous allez avoir une augmentation de l'expression des molécules de CMH de classe 2 et des molécules de costimulation. Et dans l'ordre, c'est B7-2 puis B7-1. Bon. Donc ça va être bien parce que ça va permettre d'activer les lymphocytes T. On a également l'augmentation de l'expression des récepteurs pour les cytokines, que ce soit les récepteurs par exemple de l'IL2 ou les récepteurs de l'IL4. Donc beaucoup de conséquences. Bien. Là, le lymphocyte B, il est activé, mais il ne faut pas vous contenter de ça. Alors, on va voir maintenant autre chose. On va voir les réponses humorales à la plupart des antigènes, c'est-à-dire aux antigènes protéiques qui dépendent des lymphocytes T auxiliaires. Sans lymphocytes T auxiliaires, sans l'aide des lymphocytes T auxiliaires, le lymphocyte B, il a été activé, mais en gros, il ne va pas aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas encore un lymphocyte B qui a des fonctions effectrices. Nuance. J'aime bien, là, c'est calme, là. Vous avez l'air de sourire. J'aime bien, moi, quand je vous fais sourire. Alors, réponse immunomorale
ce que je viens de vous dire, c'est que vous avez besoin des lymphocytes T auxiliaires et il va y avoir deux types de coopération. La première chose, c'est que vous allez avoir une collaboration, une coopération lymphocyte B, lymphocyte T. On a vu, encore une fois, que pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'activation des lymphocytes B, j'ai besoin de l'aide des lymphocytes T. Sans l'aide des lymphocytes T, je ne pourrais pas être totalement activé pour me transformer en plasmocyte, par exemple, ou pour devenir un lymphocyte B mémoire. D'accord? Donc, là, j'ai commencé à travailler, très bien, mais je veux aller plus loin, et pour ça, j'ai besoin de l'aide du lymphocyte T. On est bien d'accord là-dessus? Bien. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop les expériences, mais simplement pour s'apercevoir comment on s'est aperçu qu'on avait besoin vraiment de l'aide des lymphocytes T, ça s'est fait chez la souris. Alors ça, c'est très simple. Vous avez une souris que vous avez irradiée. Si vous l'avez irradiée, vous avez éliminé ou vous avez tué toutes les cellules prolifératives, donc tous les lymphocytes. Donc celle-ci, elle n'a plus de lymphocytes. Et vous avez une souris syngénique. Et vous allez reconstituer le système immunitaire de celle-ci, qui n'en a plus, avec soit des cellules du thymus a priori des T, soit des cellules de la moelle osseuse a priori des B. Et ensuite, vous allez regarder quelle est la production d'anticorps dans la rate. Ben, vous voyez ici, quand vous avez les cellules T toutes seules, pas beaucoup d'anticorps, les cellules B toutes seules, pas beaucoup d'anticorps. Quand vous mettez les deux en même temps, beaucoup d'anticorps. Ça montre bien que vous avez besoin de l'aide des T. Alors, besoin de cette coopération entre B et T, et quelles sont les phases initiales de la coopération qui va permettre en fait la prolifération des B et la sécrétion d'anticorps. Toujours la même chose, mais le T, pour donner l'aide au B, il faut lui-même qu'il soit réveillé. Vous êtes d'accord? Donc, mon premier problème maintenant, c'est qu'il va falloir en fait que j'active les lymphocytes T auxiliaires et je vais pouvoir les activer de deux façons. Donc, mon besoin, vous comprenez bien, activer les T pour l'instant. Si je ne suis pas capable d'activer les T, ils ne vont pas fournir leur aide au B et j'activerai jamais les B. Donc, besoin d'activer les T. Et comment je vais faire pour activer les T? J'ai deux moyens. Soit je vais utiliser les capacités d'un B de présenter l'antigène, ce qui va permettre d'activer le T. Soit je vais avoir besoin de cellules dendritiques qui vont activer le T, et une fois que le T sera activé, réveillé, il va aller activer le B. D'accord? Ça m'aide quand il y en a un qui me dit qu'il comprend, parce que sans ça, je me dis, ça y est, ils ne comprennent plus rien. Alors, ce qu'on regarde là, c'est l'activation du T par les cellules présentatrices d'antigènes. Et tout à l'heure, on regardera l'activation du T par les cellules B elles-mêmes. Donc là, on regarde l'activation des T par les cellules présentatrices d'antigènes. Alors, pour qu'elles s'activent, les T, ou qu'elles soient activées par les cellules présentatrices d'antigènes, il faut d'abord qu'elles se rencontrent. D'accord? Donc, comment vont-elles faire pour se rencontrer? La rencontre, vous le savez, elle se fait dans les ganglions. Vous avez toujours vu ça. Là, je montre une chose, je montre les zones qui sont importantes, où vont se rencontrer ici, ça se trouve donc dans le paracortex, les cellules présentatrices d'antigènes avec les cellules T auxiliaires. La cellule présentatrice d'antigène, on le reverra ça, mais elle est venue de la périphérie, où elle a reconnu l'antigène, avec ses petites pattes
elle est venue juste au niveau du ganglion. Au niveau du ganglion, dans le paracortex, elle rencontre les T. Là, ici, il va se transformer. Alors, un autre schéma que vous ne connaissez pas. Vous êtes dans le paracortex. Je viens de vous dire, voilà, les cellules dendritiques, elles vont activer les T. Donc voilà, présentation de l'antigène par les cellules présentatrices d'antigène, activation des cellules T. Les cellules T activées, elles vont migrer pour venir au bord du follicule, ici. Donc, elles migrent. De l'autre côté, il y avait le follicule primaire. Il y avait un lymphocyte B qui, lui, par son immunoglobuline de surface, a commencé à être activé, mais ça ne suffit pas, cette activation. Il faut que ce lymphocyte B, lui, il migre également au bord du follicule. Donc, il y en a un qui vient de la gauche, l'autre qui vient de la droite. D'accord? Et là, une fois qu'il y a eu cette migration, le lymphocyte T, lui, va commencer à pouvoir activer les cellules B, notamment en produisant des cytokines. En même temps, le B va activer le T. Ça marche dans les deux sens. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Activation des cellules B. Alors, pour qu'il y ait, on reprend parce que c'est important. Ici, la cellule dendritique, elle va activer la cellule T auxiliaire qui va migrer. Le B, il avait commencé à être un petit peu activé, mais pas suffisamment. Il va migrer aussi. Et le T qui a été réveillé par la cellule dendritique, elle va pouvoir activer le B. Alors, vous avez là, ici, trois partenaires. On est d'accord? Vous avez besoin, pour que tout ça marche, vous avez besoin d'une cellule dendritique, vous avez besoin d'un lymphocyte T auxiliaire, et vous avez besoin d'un lymphocyte B. Quand est-ce que vous avez une coopération comme ça avec ces trois acteurs? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer que de temps en temps, vous n'avez pas besoin de cellules dendritiques, ça va être le B lui-même qui va servir à réveiller le T. Donc quand est-ce que vous avez besoin, en fait, de cette coopération tripartite? Ben, vous en avez besoin tout simplement lorsque vous n'avez pas beaucoup de B. Lorsque vous n'avez pas beaucoup de B, ce n'est pas les B qui vont pouvoir réveiller les T, donc vous avez besoin des cellules dendritiques. Vous en aurez également besoin lorsque les B sont peu capables de dégrader l'antigène. En fait, les B, ils sont moins efficaces que les cellules présentatrices d'antigènes pour présenter l'antigène, en particulier les antigènes bactériens. Parce que les B à l'intérieur, ils ont moins de lysosomes et ils ont moins d'enzymes qui permettent de dégrader les protéines. D'accord? Donc de temps en temps, tout de même, lorsque vous avez à faire le processing d'un antigène bactérien, le B, il y arrive plus ou moins bien, donc dans ces cas-là, vous aurez besoin des cellules dendritiques. Par contre, on ne peut pas tout avoir dans la vie, les cellules présentatrices d'antigènes, elles ont un avantage sur les B, c'est qu'elles nécessitent, pardon, les B encore, je viens de vous expliquer que les B, elles n'avaient pas beaucoup d'enzymes à l'intérieur pour dégrader. Par contre, les B, elles ont tout de même un récepteur de surface qui est très spécifique. Ça, c'est pratique. Les cellules présentatrices d'antigènes, elles ont beaucoup à l'intérieur de lysosomes pour dégrader. Il y a beaucoup d'enzymes qui vont permettre de dégrader, ça c'est pratique. Par contre, à la surface, le mode de capture de l'antigène des cellules dendritiques est beaucoup moins efficace que le mode de capture de l'antigène qu'ont les B.
Je répète, les B, ils ont des immunoglobulines de surface très faciles pour capturer. Une fois qu'elles ont capturé, elles ne digèrent pas très bien l'antigène. Par contre, les cellules présentatrices, elles ne capturent pas très bien. Une fois qu'elles ont capturé, elles digèrent bien. D'accord? Pourquoi elles ne capturent pas très bien? C'est parce qu'en fait, elles capturent par pinocytose, tout simplement, et que la dose d'antigène qui est nécessaire pour une cellule présentatrice pour, en fait, capturer l'antigène, elle est 10 000 fois à 1 million de fois supérieure à la dose qui est nécessaire pour le lymphocyte B. Ça se met en place, c'est clair? Donc là, vous avez besoin de beaucoup plus de doses pour avaler. Une fois que c'est avalé, ça va. Bien. Donc, vous voyez bien que dans un cas, vous aurez besoin d'avoir les cellules présentatrices parce que... Alors, une fois que vous avez, là, vous connaissez les conditions de la coopération tripartite, pourquoi vous avez besoin des cellules présentatrices. Ensuite, vous connaissez, une fois que vous avez les cellules présentatrices, vous la reconnaissez ici, elle est en vert. Toujours la même chose. Ce schéma-là, vous le connaissez, donc vous avez fait par pinocytose, vous avez attrapé l'antigène protéique, qui est une protéine extracellulaire, on est d'accord? Ensuite, vous avez les voies de dégradation, ça vous le savez déjà. Maintenant, vous avez les voies de dégradation, vous êtes bien équipé à l'intérieur d'une cellule présentatrice pour digérer la protéine en peptides et pour présenter, cette fois-ci, les peptides par l'intermédiaire des molécules de classe 2 au lymphocyte T auxiliaire pour réveiller ce lymphocyte T auxiliaire. C'est bien ce que vous vouliez. Donc, interaction entre les lymphocytes T auxiliaires et les CPA, on l'a vu ici. Cette interaction, puisque vous avez affaire au lymphocyte T, le lymphocyte T, il est comme le B. Comme d'habitude, vous voulez le réveiller, mais comme d'habitude, il faut 2 signaux pour le réveiller. Hein? Les signaux, vous l'aurez ici, parce que notamment le premier signal, c'est bien entendu la présentation, en fait, du peptide au lymphocyte T, et vous avez également des signaux, des seconds signaux, qui sont apportés notamment par les molécules de costimulation. S'il n'y a pas en fait, et ça lorsque la cellule présentatrice d'antigène, elle est au repos, elle n'a pas encore avalé un antigène, il n'y a pas ou il y a très peu de molécules de costimulation. Par contre, ici, vous avez un antigène qui a été absorbé, la CPA, elle est activée, il y a une augmentation de l'expression des molécules de costimulation, et vous allez pouvoir cette fois-ci vraiment stimuler le lymphocyte T, cellule T effectrice. Bien. Alors, là, j'ai activé le lymphocyte T auxiliaire, j'avais besoin de ça grâce aux cellules présentatrices d'antigènes. Maintenant, je vais activer, en fait, les lymphocytes T avec mon lymphocyte B. Voilà. Cette fois-ci, on revoit ça. J'ai bien besoin d'activer le T pour pouvoir activer ici le B. Mais ce que je vais utiliser pour activer le T, ça va être la cellule B elle-même. Donc cette fois-ci, il n'y a pas comme tout à l'heure 3 partenaires pour activer mon T. Je n'ai que 2 partenaires. 2 partenaires. Alors, OK. 4, 2, 2. Alors, présentation, ça on l'a vu. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Vous avez toujours ce lymphocyte T qui est ici, comme tout à l'heure. Vous avez le lymphocyte B qui est là.
Tout à l'heure, vous aviez ici qui se baladait une cellule dendritique. Là, vous ne l'avez pas, votre cellule dendritique. Vous avez simplement le B qui est dans le follicule. Il a apprêté l'antigène. Regardez là, hop, il a apprêté l'antigène. Il vient au contact du T. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une présentation de l'antigène par les cellules B, présentant l'antigène aux cellules T. Il va activer le T. Une fois que le T sera activé, il va pouvoir activer le B. Donc, il y a vraiment une activation bidirectionnelle TB. Ça va? Hop, hop. Bien. Alors, tiens, on va voir. On dit que ça marchait, les animations. On va voir si ça marche ou pas. Je pensais que j'en avais pas. Non, elle ne marche pas. Donc, il faut qu'on résolve ce problème technique. Hein, tu vois? Théoriquement, j'appuie sur au milieu et non. Donc, ça ne marche pas. T'inquiète. Alors, cette présentation, en fait, par lymphocyte B, cette présentation des protéines, c'est en fait la fameuse histoire du couple aptène-porteur. Vous vous souvenez de l'histoire du couple aptène-porteur? Vous vous souvenez, les aptènes, c'est des petites molécules qui sont reconnues en fait par le système immunitaire, mais pas capables d'activer le système immunitaire. Si cet aptène n'est pas couplé à un porteur, ça ne marche pas. Pourquoi? Vous retrouvez exactement ce que l'on a vu ici. On va agrandir ici. L'aptène, le voilà. C'est bien en fait la partie de l'antigène qui porte l'épitope T qui est reconnue ici à la surface. D'accord? Ce qui veut dire que c'est bien ce lymphocyte B qui ultimement sera activé et donnera des anticorps contre l'aptène. Mais si l'aptène n'est pas couplé à un porteur, c'est-à-dire à une assez grosse protéine qui, elle, va être processée pour activer les T, il n'y aura pas de réponse immune. Donc c'est ça la fameuse histoire aptène-porteur. Aptène-porteur. Alors, on avait vu tout à l'heure les conditions pour lesquelles vous avez besoin de 3 partenaires pour activer le lymphocyte T auxiliaire. Quelles sont les conditions de la présentation par le lymphocyte B? C'est le mode, en fait, de présentation et de coopération. Ça, c'est une question. Si je la vois, il y a un Q. C'est le mode de présentation et de coopération le plus important lors de la réponse secondaire. Bien évidemment, lors de la réponse secondaire, déjà, vous avez des lymphocytes B mémoire qui sont là. Donc, tout à l'heure, j'avais dit, vous avez besoin des cellules présentatrices d'antigènes lorsqu'il y a peu de B. Lors de la réponse secondaire, a priori, il y a beaucoup de B. Donc, ça va. Et également, c'est la présentation de l'antigène lorsqu'il est à très faible concentration. Lorsqu'il est à très faible concentration, les cellules présentatrices d'antigènes, elles ont besoin, elles, d'une forte concentration. Vous ne l'avez pas toujours. Quand vous avez qu'une faible présentation ou une faible concentration d'antigènes, vous êtes bien obligé de passer par les B. Alors, les caractéristiques de la présentation par les lymphocytes B, on a vu, première caractéristique, la capture, elle est très active grâce aux immunoglobulines de surface. Ensuite, et c'est sur ce schéma-là, donc capture extrêmement active grâce aux immunoglobulines de surface. Ensuite, présentation, en fait, de l'antigène par les molécules de classe 2. On le voit ici. Présentation de l'antigène par les molécules de classe 2. Et nécessité d'un second signal de costimulation avec les molécules B7-1, B7-2. Donc, ce qui se passe, capture ici très efficace. Ici,
vous notez une chose qui n'était pas absolument évidente, parce que je me suis posé la question et j'ai été relire là-dessus. Pour être sûr, en fait, ce qui est capturé à l'intérieur du lymphocyte B, ce n'est pas uniquement l'antigène lui-même. Qu'est-ce que vous notez? Ce qui est bien capturé, c'est le complexe antigène-immunoglobulines de surface. On aurait pu imaginer donc, que c'était un autre processus. Ce qui est bien capturé, ce sont les deux. D'accord? Donc, capture des deux, expression du peptide par les molécules de classe 2, molécules de costimulation, et cette fois-ci, vous pouvez activer le lymphocyte T. Bien. On a bien vu que maintenant vous avez progressé. Hein. Le B, il a commencé à être activé. Le T, ça y est, il est lui aussi activé. Regardez ici, ça y est, il est activé le T. Maintenant, comment le lymphocyte T, il apporte son aide au B pour que le B aille plus loin? Donc, l'aide des lymphocytes T au lymphocyte B. Comment ça se passe? Donc, on a vu que c'était bidirectionnel. On a vu comment ça se passait dans la première partie. D'accord? Activation des T par les B. Si j'avais envie de revenir, quel est le résumé de la première partie? C'est sur ce schéma-là. Activation des T par les B. C'est bien ce que l'on a vu. Activation des T par les B. OK. Maintenant, le T, il est activé. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va se faire l'activation des B par les T? J'avais dit je faisais ça doucement parce que c'était pas simple. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant. Pour que enfin le B il soit activé. Alors ce qui est important là, c'est en fait le rôle des interactions, notamment entre CD40 et CD40 ligand. Alors, là, je suis en train de voir, le T il est activé, présentation d'antigène, j'en suis là. J'ai activé le T, et qu'est-ce qui se passe? Le fait que le T soit activé, qu'est-ce que l'on voit apparaître sur le T? C'est CD40 ligand. D'accord? CD40 ligand, ça va permettre au T d'interagir avec le B qui, lui, avait le récepteur, et le récepteur, c'est CD40. Le B, il a de façon constitutive le récepteur CD40. D'accord? Ce qui a été induit sur le B, c'est en fait B7. Mais CD40, il l'avait. Par contre, le T, lui, il a fallu qu'il y ait une induction de CD40 ligand. C'est une fois qu'il a été activé que apparaît CD40 ligand. Et grâce au fait que CD40 ligand apparaît au T, le T va pouvoir à son tour activer le B, notamment, il va y avoir également une production de cytokines. Donc c'est à la fois CD40 ligand qui est apparu sur le T, et à la fois la production de cytokines par le T qui va définitivement activer le B. Ça va? J'ai mes tests là. Quand ils secouent la tête, quand ils sourient, c'est ça va. S'ils font la tête, c'est que ça va pas. Ça va là? Ok. Donc c'est bien bidirectionnel. Premier sens, ici, c'est le B qui a activé le T. Le T, ça y est activé, il exprime CD40 ligand. Maintenant qu'il exprime CD40 ligand, le T va pouvoir activer le B. C'est finalement amusant, à condition d'expliquer ça calmement et de comprendre. Bien. Alors,
une autre façon de voir ça. Voilà l'antigène sur le B, le peptide qui a été processé. Donc le B, il présente le peptide. OK. Il y a des signaux de costimulation B7,1, B7,2 qui interagissent avec CD28. Donc le T va être activé. Comme le T est activé, qu'est-ce qui se passe? Je viens de vous dire que CD40 ligand apparaît. CD40 ligand apparaît, donc il va pouvoir y avoir l'interaction CD40 ligand CD40. D'accord? À partir du moment où il y a l'interaction CD40 ligand CD40, il va encore y avoir plus de B7 qui va être à la surface du B. Donc il y a une amplification. D'accord? Donc c'est une valse à 3 temps. D'accord? Bien. Alors, je vous ai dit, il y a CD40, mais CD40 ligand, c'est pas le tout, il y a aussi des cytokines. D'accord? Alors, les cytokines, elles sont produites justement par les lymphocytes T qui ont été activés. Elles vont produire un certain nombre de cytokines, ici IL2, IL4, IL5. Ça va permettre la prolifération des B et ça va permettre la sécrétion des immunoglobulines. Cette fois-ci, enfin, ouf, on y est. Donc, en fonction des cytokines, je vais, par exemple, ici produire en premier lieu des IgM. Ici, c'est une animation, donc voilà, vous ne la verrez pas. Et ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois que vos lymphocytes se sont transformés en plasmocytes, ici, les plasmocytes, ils se trouvent où dans ce schéma-là? Ils se trouvent ici, dans la médulla. Donc, la médulla, mais où vont aller les plasmocytes quand ils vont sortir du ganglion? Je vous rappelle que, et ça c'est une question aussi, les plasmocytes, ils migrent où? Vous me le dites? Dans la moelle osseuse. C'est là où ils vont rester pendant des mois, voire des années, pour la production d'anticorps. Lorsque, pour vous donner une idée du temps, lorsque vous immunisez avec un antigène, pour que vous retrouviez les plasmocytes dans la moelle osseuse, c'est 2 à 3 semaines. Tiens, ça c'est une question aussi. Combien de temps pour retrouver les plasmocytes dans la moelle osseuse après une immunisation? 2 à 3 semaines. Bien. Changement d'isotype des chaînes lourdes. Pour l'instant, j'ai fait des IgM, c'est pas mal, mais je voudrais bien également faire des IgG, des IgA ou des IgE. Alors, qu'est-ce qui fait que vous allez faire ce changement d'isotype? C'est le cocktail de cytokines produites par les lymphocytes T activés. Ça me sert bien d'avoir activé des lymphocytes T. Donc, c'est ici, toutes ces interactions, ces changements d'isotype, où se passe-t-il? Il se passe dans le lieu d'interaction des lymphocytes T auxiliaires et des lymphocytes B. Ça se passe toujours dans le ganglion. Je vous rappelle ce petit schéma-là, lieu d'interaction. Et là, vous avez bien vu que le lymphocyte T auxiliaire, une fois qu'il est activé, il produit des cytokines. Et en fonction des cytokines produites, ça donnera des isotypes variables. Si on regarde un petit peu plus près, dans le ganglion, le follicule primaire,
à force qu'il y ait à l'intérieur du ganglion cette rencontre des lymphocytes T et des lymphocytes B, la multiplication des lymphocytes B, bah, tout de même, votre follicule primaire va se transformer en follicule secondaire, on le verra. Et à l'intérieur du follicule secondaire, il y a en fait des zones claires et il y a des zones sombres. Alors ça, on va le voir aussi ici. Zone claire, parce que ici, on a les lymphocytes B qui ont été au centre du ganglion. Au centre du ganglion, ces lymphocytes B qui maintenant sont bien des lymphocytes B activés et capables de se transformer en plasmocytes. Dans le centre du ganglion, ils vont rencontrer des cellules dendritiques. Alors là, piège. Cellules dendritiques folliculaires. Ça n'a rien à voir avec les cellules dendritiques dont on a parlé jusqu'à présent, qui sont en périphérie. Ces cellules dendritiques folliculaires, en fait, d'abord, elles expriment très peu de molécules de classe 2 à leur surface, ce qui était le propre, en fait, des cellules dendritiques classiques, présentatrices d'antigènes. Elles ont beaucoup de récepteurs, récepteurs pour le fragment FC des immunoglobulines, récepteurs pour des protéines du complément. Retenez ça, CR1, CR2, CR3, ces trois récepteurs pour des protéines du complément qu'on retrouvera, c'est exprimé par ces cellules dendritiques tout à fait particulières. Donc là, ces cellules dendritiques, elles ont un rôle. Elles vont faciliter les lymphocytes qui sont venus, les lymphocytes B qui sont venus dans ces follicules, qui sont énormément multipliés, qui sont tellement multipliés qu'ils forment une espèce de zone sombre qui est en périphérie du follicule. Donc c'est la fameuse zone sombre. Et ensuite, ces lymphocytes dans le ganglion vont finir finalement par se transformer en plasmocytes, par sortir du ganglion et à se transformer en plasmocytes ou en cellules B mémoire. Donc tout ça se passe, ce sont des interactions cellulaires qui se passent dans le centre germinatif. C'est également là que se fait quelque chose d'important, c'est la maturation en fait de l'affinité des anticorps. Alors ça maintenant vous êtes des forts dans la maturation de l'affinité des anticorps. Vous savez que un clone de lymphocyte B, il va finalement faire des changements au niveau des gènes des immunoglobulines, des changements d'acides aminés les uns après les autres, pour que les immunoglobulines de surface aient de plus en plus d'affinité pour l'antigène. Donc voilà, sélection des lymphocytes B de forte affinité. Donc maintenant, vous avez sécrété des anticorps des IgM, vous avez fait la commutation isotypique dans le ganglion, vous avez maturé l'affinité des ganglions, vous avez maintenant fait des B-mémoires dans le ganglion. Bah écoutez, vous avez quasiment tout fait. Et le résumé, c'est quels sont les facteurs qui déterminent la nature de la réponse immunorale contre des antigènes protéiques. Ben, ces facteurs qui conditionnent la nature de la réponse, ça va être essentiellement deux choses. Nature de la réponse, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel type d'anticorps vous êtes capable de faire. Il va y avoir deux facteurs essentiels. Le premier, vous l'avez déjà vu, c'est en fonction des cytokines produites par les lymphocytes T, vous allez partir vers la production d'IgG, d'IgA, d'IgE. D'accord? Et ça, vous retrouvez une chose, je ne sais pas si je l'ai mis là. Oui. Vous savez que vous avez deux grandes sous-groupes de lymphocytes T, les lymphocytes T auxiliaire 1 et les lymphocytes T auxiliaire 2. En fonction des cytokines qui sont produites par les TH1 ou les TH2, ce n'est pas les mêmes cytokines. Mais en fonction, selon que vous avez des TH1 ou des TH2 qui vont interagir avec les B, ça va vous faire plutôt une production, par exemple, d'IgE avec les TH2, ou ça va vous faire plutôt une production d'IgG, par exemple IgG2 avec les TH1.
Donc, en fonction, le message, c'est en fonction du cocktail de cytokines, ça va vous faire varier la nature de la réponse immune. Et il y a autre chose très important aussi, je vais rajouter un petit Q parce que ça va faire une question ça. Il y a autre chose aussi qui va vous déterminer la nature de la réponse humorale, ça va être le site de production des anticorps. Au niveau des organes secondaires du système immunitaire, par exemple au niveau de l'intestin, vous aurez plutôt tendance à produire des IgA. Au niveau des poumons, c'est pareil, c'est des IgA. Alors pourquoi je vous pose la question? Parce que sur le plan pratique, lorsque vous inhalez des antigènes ou lorsque vous les absorbez de façon orale, vous favorisez la présentation de l'antigène à partir des poumons ou à partir du tube digestif. Ça veut dire que ça va favoriser quoi? La production d'IgA. D'accord? Donc c'est bien à la fois des cytokines produites par les TH1, les TH2 ou par les T, et à la fois le site anatomique qui vont décider du type de réponse immune humorale que vous allez avoir. Voilà. Merci de votre attention, vous avez été impeccable.